Le 1er décembre 2003, à Alexandria, dans l'État de Virginie, aux États-Unis, des policiers forcent l'entrée d'une maison après plusieurs appels restés sans réponse. Dès que la porte cède, ils avancent prudemment. À l'intérieur, tout est calme. Puis leur regard se pose plus loin et la scène bascule. Une femme gît là, au sol, immobile. En quelques secondes, une évidence s'impose. Celui qui est entré n'a pas eu besoin de forcer. Il a suivi une méthode simple, presque banale. Frapper, attendre qu'on lui ouvre, puis tirer et disparaître, comme si tout était prévu à l'avance. Ce jour-là, personne ne le sait encore, mais ce qu'ils viennent de découvrir n'est pas un acte isolé, c'est la première trace d'une présence qui ne choisit pas ses victimes pour ce qu'elles ont fait, mais simplement pour ce qu'elles sont. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais bien réelle, du tueur en série, Charles Severance. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Charles Severance naît le 25 septembre 1960 dans le comté de Fairfax, en Virginie, aux États-Unis. Et tout ce qui l'entoure à ce moment-là donne l'image d'un environnement structuré, presque rassurant, loin des récits habituels que l'on associe aux parcours les plus sombres. Son père est un officier de haut rang de la marine américaine, un homme habitué à l'ordre et à la discipline. Et l'enfant grandit dans cette atmosphère où les choses semblent avoir un sens, une direction, comme si sa vie était déjà tracée sans accroc majeur. Durant les années 70, il fréquente le Robinson Secondary School, et durant cette partie de sa vie, il ne donne pas l'image d'un garçon à part. Il s'intéresse à l'histoire, aux jeux, aux univers qui permettent de s'échapper sans avoir besoin de quitter sa chambre. Et rien à ce stade ne permet de prévoir ce qui va suivre. Mais déjà à cet âge, et selon ses proches, Charles peut passer d'un état calme à une colère brusque, comme si quelque chose en lui n'arrivait pas à rester aligné très longtemps. En 1978, il termine le lycée et entre dans un parcours universitaire classique. Il passe par la George Mason University, puis rejoint l'université de Virginie au début des années 80, où il étudie l'ingénierie mécanique. Ce choix n'est pas anodin. Il demande de la rigueur, de la logique. Et c'est peut-être là que se dessine, sans que personne ne le comprenne encore, cette façon de penser qui, plus tard, sera transformée en méthode. Mais à ce moment-là, il n'est qu'un étudiant parmi d'autres, un homme qui semble avancer dans la vie sans faire de vagues. Plus tard, au milieu des années 80, il obtient son diplôme et commence à travailler. Il trouve un poste dans l'ingénierie, notamment au sein d'une autorité locale liée à la gestion de l'eau. Une vie qui, pour beaucoup, serait suffisante, stable, prévisible. Mais pour Charles, elle ne semble jamais complètement tenir en place. Au début des années 1990, les premiers signes plus concrets apparaissent. Ses parents s'inquiètent. Ils sentent que leur fils s'éloigne d'une forme d'équilibre. Il développe des intérêts étranges pour le mysticisme et le complotisme. Une période durant laquelle ses accès de colère s'amplifient. Au milieu des années 90, il se rapproche d'un groupe religieux et y consacre une partie de son argent et de son temps, comme s'il cherchait à donner un sens à ce qui lui échappe, avant de finalement s'en éloigner et de prendre une forme de vie faite d'errance et de déplacement. Une période qui ne durera que quelques mois. En 1994, un événement va marquer une première rupture claire. Il est impliqué dans un incident armé après une altercation sur la route. Il tire sur un homme qui survit. Charles est alors arrêté et condamné à quelques mois de prison. Il perd aussi le droit de posséder une arme. À sa sortie de prison, en 1995, ce n'est plus simplement un homme qui se cherche, c'est un homme qui se détache de la réalité, qui ne voit plus le monde comme les autres le voient.
Après ses ennuis judiciaires, Charles décide de se ranger et s'installe dans une vie qui, en apparence, ressemble à celle de beaucoup d'autres. Il recommence à travailler et occupe des postes liés à l'ingénierie et trouve une certaine stabilité dans ses structures qui demandent rigueur et méthode. Et dans ce cadre, il rencontre une femme avec qui il se marie. Le couple finit par donner naissance à un fils. Mais au fil du temps, les tensions s'installent dans le couple. Les conflits deviennent plus fréquents, plus difficiles à contenir. Et ce qui était au départ une vie partagée se transforme en une suite de désaccords qui ne trouvent pas de sortie, jusqu'au moment où la séparation devient inévitable. Et avec elle commence une autre épreuve, celle de la garde de leur enfant. La justice tranche et Charles Severance perd la garde de son fils. Cette décision administrative marque une rupture qui s'inscrit dans sa vie comme une injustice personnelle, quelque chose qu'il ne parvient pas à accepter et qui va progressivement s'installer dans sa manière de voir les autres. À partir de ce point de bascule, son rapport au monde change, non pas de manière brutale, mais par glissements successifs. Il se méfie davantage et interprète les actions des autres à travers ce prisme biaisé, comme si chaque décision qui ne va pas dans son sens confirmait l'injustice de ce monde. Dans le même temps, il continue à vivre, à se déplacer, à chercher des points d'ancrage qui ne durent jamais très longtemps. Mais peu à peu, ce qui dominait chez lui, cette capacité à s'adapter, laisse place à une lecture du monde plus rigide, plus personnelle, comme si les règles qui s'appliquent aux autres ne pouvaient plus s'appliquer à lui de la même façon. Et dans sa tête, les responsables de sa situation sont clairs, les décideurs et les notables de la ville. À la fin des années 1990, Charles Severance ne se contente plus de vivre en marge. Il cherche une place, une reconnaissance, quelque chose qui lui permettrait d'exister malgré tout. En 1996, il fait un premier pas public en se présentant à une élection pour la mairie d'Alexandria. Il se lance sans soutien majeur, sans structure, presque seul, comme si l'acte de se présenter comptait plus que les chances réelles de gagner. Mais son positionnement anti-système ne prend pas. Le résultat tombe et il est sans appel. Quelques centaines de voix seulement. À peine de quoi exister dans le décompte final. Ce premier échec ne le fait pas reculer. Au contraire, il persiste. La même année, en novembre 1996, il se présente aux élections du Congrès des États-Unis, dans le 8e district de Virginie, face à des candidats expérimentés. Et là encore, le résultat est écrasant. Environ 740 voix, soit un score marginal. Malgré cet échec, sa campagne offensive se fait remarquer. Il apparaît en public vêtu de noir et d'une cape, avec une allure qui détonne, une présence qui cherche à imposer quelque chose de différent. Durant sa campagne, son comportement devient de plus en plus décalé et erratique, voire violent dans certains cas. Jusqu'à cet épisode où il s'empare d'un drapeau américain lors d'un événement public avant de quitter la scène en courant, laissant derrière lui une impression confuse, presque gênante. Malgré ses échecs, il n'abandonne pas. En 2000, il tente à nouveau sa chance à la mairie d'Alexandria. Et une fois encore, le résultat est sans appel. Environ 379 voix. Un score qui le place très loin des candidats principaux. Mais entre ces chiffres et ces défaites, il y a autre chose qui se joue. Quelque chose de plus discret, plus personnel. Parce que chaque campagne est une exposition, une confrontation directe avec le regard des autres. Et chaque résultat lui renvoie la même réponse. Il n'est pas accepté, pas écouté, pas intégré. Au lieu d'abandonner, il s'enferme peu à peu dans une lecture plus personnelle de ses échecs. Comme si le problème ne venait pas de lui, mais du système lui-même. Comme si ce monde qui ne l'élit pas était faussé, partial, injuste. À mesure que les années passent, Charles Severance ne cherche plus vraiment à convaincre. Il sait que le monde ne fonctionne pas selon les règles qu'on lui a apprises. Et dans cette dérive, les gens ne sont plus vus comme des individus, mais comme des symboles, des représentants d'un système qui lui échappe. Petit à petit, sa manière de penser se réorganise autour d'une idée simple, presque mécanique.
Si le monde ne l'accepte pas, alors il n'y a plus à en respecter les limites. Et dans ce glissement, il ne s'agit pas d'une colère passagère, mais d'une logique qui se construit, qui prend forme, qui attend juste le bon moment pour s'exprimer. Comme si tout ce qu'il avait essayé jusqu'ici avait préparé autre chose. Une réponse qui ne passera plus par les mots, ni par les urnes, mais par un geste plus direct, plus froid, plus définitif. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant le 1er décembre 2003, à Alexandria. Dans un quartier aisé de la ville, les maisons ne sont pas simplement des lieux de vie, elles sont des signes extérieurs de réussite. Un quartier calme, où les portes s'ouvrent sans méfiance. Charles avance dans ces rues, sans attirer l'attention. Il regarde autour de lui. Ce qu'il cherche n'est pas une personne précise, mais un environnement qui représente ce monde des élites qu'il observe depuis des années et qui a fini par le rejeter. Pour lui, ces maisons ne sont pas neutres. Elles sont l'image d'une stabilité à laquelle il n'appartient plus. Elles incarnent ce qu'il a perdu ou ce qu'il estime qu'on lui a retiré. Et c'est là qu'il repère une maison. À l'intérieur, Nancy Dunning, 62 ans, est chez elle et rien ne la prépare à ce qui va suivre. Elle vaque tranquillement à ses occupations quand d'un coup, on frappe à sa porte. Lorsque Nancy Dunning ouvre, elle voit un homme qui se tient là. Un visage qui lui paraît familier, mais elle ne sait plus pourquoi. Puis Charles parle. Il explique être en panne à quelques rues de là et qu'il aurait besoin de passer un coup de fil. Nancy accepte. Une fois à l'intérieur, Charles fait quelques pas, puis sans signe annonciateur, sort son arme de sa poche, un calibre 22, et tire. C'est une exécution au sens le plus froid du terme. Un acte direct, rapide. Charles ne s'attarde pas. Il ne cherche pas à modifier la scène. Il sort comme il est entré, sans précipitation, comme si cet endroit n'avait été qu'une étape dans un processus. Quelques heures plus tard, après de nombreux appels sans réponse, la police est prévenue. Quand les agents arrivent devant la maison, rien ne semble sortir de l'ordinaire. La porte est fermée. Il n'y a aucun signe extérieur qui justifierait une intervention urgente. Ils frappent, attendent, recommencent, mais personne ne répond. Alors ils décident d'entrer. La porte s'ouvre et les agents avancent dans une maison qui semble figée. Rien n'est renversé. Puis plus loin, les policiers s'immobilisent. Nancy Dunning est là, allongée au sol, immobile. La scène ne ressemble pas à ce qu'ils voient habituellement. Il n'y a pas de traces de lutte, pas de signe d'effraction, pas d'indice évident qui permettrait de comprendre ce qui s'est passé. Juste une femme, chez elle, dans un espace qui n'a pas été forcé. Les agents s'arrêtent, échangent un regard. Ils comprennent très vite que ce qu'ils ont devant eux ne correspond à aucun scénario classique. À partir de ce moment-là, une idée commence à s'installer chez les enquêteurs. Ce qu'ils ont devant eux ne ressemble pas à un acte impulsif. C'est propre, calculé, presque méthodique. Et dans cette maison qui semblait totalement sûre, une question reste suspendue. Comment quelqu'un peut-il entrer aussi facilement, agir et disparaître comme s'il n'avait jamais été là? Et puis, plus rien. Après quelques années, le dossier est classé. Pendant près de 10 ans, Charles ne franchit plus la ligne rouge. Il continue d'exister dans le monde comme n'importe qui. Il se déplace, il parle, il croise des visages qui ne retiennent pas le sien. Et tout ce qu'il s'est produit en 2003 semble s'être dissous dans le temps, comme si cet acte n'avait été qu'une anomalie, une faille qui ne devait plus se répéter. Mais ce qui s'est installé ce jour-là de 2003 ne disparaît pas. Ça reste là, en arrière-plan, comme une idée qui attend le moment où elle pourra reprendre sa place sans être contrariée. Et ce moment finit par arriver. Nous sommes maintenant le 6 novembre 2013, à Alexandria, dans un quartier qui ressemble à celui de 2003, avec les mêmes maisons soignées, les mêmes rues calmes. Charles rôde à nouveau. Il sait. Sa méthode est là, complète, prête à être reproduite exactement de la même manière. Il observe les façades, les accès, les détails qui ne veulent rien dire pour les autres, mais qui pour lui confirment qu'il est au bon endroit.
Ce qu'il voit, ce n'est pas juste un quartier, c'est une forme de vie à laquelle il n'appartient pas. Un monde qui continue sans lui et qui, à ses yeux, n'a plus de raison d'être épargné. Puis, comme en 2003, il repère la maison parfaite. À l'intérieur de cette maison, Ronald Kirby, 69 ans, est chez lui. Et puis, comme 10 ans plus tôt, un coup est porté à la porte. Sur le pas de la porte, Charles attend, calme. Lorsque la porte s'ouvre, les deux hommes se retrouvent face à face. Charles prend alors la parole. Il justifie sa présence et demande à utiliser le téléphone. Et à partir de là, tout se déroule exactement comme il l'a déjà fait. Il entre, puis sort son arme et tire. Une action directe, rapide et froide. Quelques instants plus tard, il ressort. La porte se referme. La rue reste la même. Rien n'indique ce qui vient de se produire à l'intérieur de cette maison. Quelques jours plus tard, quand le corps est découvert, la police est appelée. Quand les enquêteurs arrivent et découvrent la scène, ils revoient des éléments qu'ils ne peuvent plus ignorer. L'absence de lutte, l'absence d'effraction. Cette impression que la victime a ouvert elle-même la porte à celui qui allait mettre fin à sa vie. Et entre 2003 et 2013, un lien commence à se dessiner, trop précis pour être ignoré. Ce n'est plus une coïncidence. Après le meurtre de Ronald Kirby, les enquêteurs ne peuvent plus traiter l'affaire comme un cas isolé. Quelque chose ne colle pas, ou plutôt trop de choses se ressemblent. Ils reviennent sur le dossier de 2003, celui de Nancy Dunning. Et en le relisant, en parcourant chaque détail, une impression s'impose peu à peu. Pas comme une preuve claire, mais comme une évidence qui prend forme lentement. Dans les deux cas, il n'y a pas de traces d'effraction. Dans les deux cas, les victimes sont chez elles, dans des quartiers aisés, dans des maisons où l'on n'attend pas la violence. Et dans les deux cas, tout donne l'impression que la porte a été ouverte volontairement. Ce détail change tout, parce qu'il implique une approche calme et rassurante. Quelqu'un qui n'impose pas son entrée, mais qui la provoque. Les enquêteurs commencent alors à reconstruire ce qui a pu se passer. Un homme qui arrive, qui frappe, qui parle, qui entre, qui tire et qui disparaît. Plus ils avancent, plus cette idée prend de la consistance. Ce n'est pas un acte désordonné. Ce n'est pas une colère qui déborde. C'est une manière de faire, une logique qui se répète. Et avec cette logique, une autre question apparaît, plus inquiétante encore. Si cette personne a déjà agi 2 fois, alors rien n'indique qu'elle s'arrêtera là. Les enquêteurs n'ont pas encore de nom, pas de visage, mais ils ont désormais quelque chose de plus dangereux. Une certitude, celle qu'ils ne cherchent pas quelqu'un qui a commis une erreur, mais quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Nous sommes maintenant le 22 février 2014 à Alexandria. Dans un quartier aisé de la ville, les rues sont calmes et les façades entretenues. Ce jour-là, Charles est en chasse. Il avance comme à son habitude, sans se cacher, sans se presser. Il observe les maisons autour de lui et s'arrête devant une maison. Il a choisi. À l'intérieur, Russane Lodato, 59 ans, est chez elle. Pour elle, cette journée suit son cours normalement. Puis on frappe à sa porte. Elle se dirige vers celle-ci, puis ouvre. Charles se tient là. Comme à son habitude, il justifie sa présence et finit par rentrer, sans forcer. La suite, vous la connaissez. Le geste qui suit est le même, direct, rapide, froid. Quelques instants plus tard, il ressort comme il l'a toujours fait, sans se presser, sans regarder en arrière. Lorsque les enquêteurs sont appelés quelques heures plus tard, ils retrouvent les mêmes éléments que sur les scènes de crime précédentes. L'absence de lutte, cette impression que tout s'est joué en quelques instants. À ce stade, rien ne semble pouvoir arrêter Charles Severance. Mais un événement inattendu allait venir rebattre les cartes. Dans les heures qui suivent le meurtre de Russane Lodato, un élément va faire basculer l'enquête dans une autre dimension. En effet, lors de l'enquête de voisinage, la police tombe sur un témoin. Ce témoin a vu quelque chose. Il dit avoir vu quelqu'un, une présence assez nette pour être décrite. Les enquêteurs recueillent chaque détail,
reconstitue une silhouette, une allure, une manière de se déplacer. Et à partir de là, un portrait robot commence à prendre forme. Ce n'est pas encore un nom, mais c'est déjà suffisant pour que quelque chose se passe à l'intérieur du commissariat. Parce que ce visage, quelques personnes le reconnaissent. Il ressemble beaucoup à celui d'un homme bien connu de la communauté et qui a déjà cherché à être vu. Un homme qui s'est présenté en public. Un homme qui a tenté de se faire élire dans cette même ville il y a quelques années et dont la présence ne passait pas inaperçue. Et c'est là que tout se rejoint. Un nom remonte, celui de Charles Sévrance. Son passé politique, ses apparitions publiques, son visage déjà connu de certains habitants. Tout cela va permettre aux enquêteurs de passer d'une silhouette à un homme bien réel. À partir de ce moment-là, l'enquête s'accélère. Ils reviennent sur sa vie, ses déplacements, ses habitudes. Tout leur semble plausible. Quelques jours plus tard, un mandat d'arrêt est émis et le 13 mars 2014, Charles est localisé et arrêté. Il ne tente pas de fuir. Il se laisse faire comme si ce moment n'était pas une surprise, mais une issue qui avait toujours été possible. Mais c'est après son arrestation que les enquêteurs comprennent vraiment à qui ils ont affaire. Lors d'une perquisition à son domicile, ils découvrent chez lui non seulement l'arme de calibre 22 qui avait servi au crime, mais découvrent aussi des écrits, des textes qui ressemblent à des confessions, à des réflexions structurées sur les meurtres. Des textes dans lesquels il décrit une méthode précise. Frapper à une porte, parler, entrer, agir et sortir. Comme une suite d'étapes détaillées, presque dépourvues d'émotion. Comme si le crime n'était pas un dérapage, mais un processus. À travers ces éléments, ce qui était jusqu'alors une série de scènes inexpliquées prend une forme beaucoup plus claire. Charles Sévrance est alors inculpé de 3 meurtres et emprisonné en attente de son procès. Le procès de Charles s'ouvre en 2015 et dès les premiers jours, l'atmosphère est particulière. Ce n'est pas un procès avec des aveux, c'est un procès où chaque élément doit être reconstruit, relié, compris. L'accusation ne s'appuie pas sur une seule preuve décisive, mais sur un ensemble, des témoignages, des coïncidences qui n'en sont plus, et surtout une logique qui traverse les 3 scènes de crime. Les procureurs présentent un homme qui n'a pas agi sous le coup d'une pulsion, mais qui a mis en place une méthode, une manière de faire qui ne change pas, qui ne dévie pas. Frapper à une porte, être accepté, entrer, agir et sortir. Et pour donner du poids à cette théorie, il s'appuie sur ses propres écrits. Ces textes retrouvés chez lui, dans lesquels il décrit exactement ce processus, sans jamais dire qu'il en est l'auteur. La défense, elle, de son côté, tente de créer le doute. Elle insiste sur le fait que les écrits ne sont que des idées, des théories, pas des aveux. Charles, lui, reste froid. Il écoute, il observe, comme s'il était extérieur à ce qui se déroule, comme si l'histoire racontée ne le concernait pas directement. Et puis, le verdict tombe. Coupable des 3 meurtres. La condamnation suit. Plusieurs peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, à la sortie de cette vidéo, Charles Sévrance est toujours incarcéré dans la prison d'État de Virginie. Il y a des histoires qui se terminent avec des réponses claires, des motifs, des explications qui permettent de mettre de la distance entre nous et ce qui s'est passé. Mais celle-ci n'en fait pas partie. Parce que plus on s'approche de Charles Sévrance, plus les choses deviennent troubles. Il n'y a pas un moment unique où tout a basculé, pas de point de rupture évident, juste une suite de choix, de décalages, de glissements qui, mis bout à bout, finissent par dessiner une trajectoire que personne n'avait vraiment vu venir. Il ne ressemble pas à une figure exceptionnelle, il ne cherche pas à marquer les esprits par ce qu'il dit ou par ce qu'il fait. Et c'est peut-être là que se trouve ce qui dérange le plus. Dans cette capacité à exister sans être remarqué, à avancer sans être arrêté, à agir sans laisser derrière lui autre chose que l'absurdité du chaos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles. Des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo.
Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.